Merci de votre présence à mon tour. Je remercie vivement M. Bernard Ourcade et Ahmed Salamatian d'avoir accepté notre invitation pour parler, pour débattre de la politique régionale de l'Iran. Le politique et le religieux, je vais expliquer pourquoi. Ce thème, en fait, s'imposait à nous dès le début, depuis la première séance, quand on discutait avec Allah, avec la Miss, on disait qu'il fallait absolument organiser une séance sur la politique iranienne. C'est évident parce que l'Iran est un acteur, son intervention en Syrie est massive et décisive. Et puis, comme on sait, depuis ces 3-4 dernières années, les développements aussi politiques dans toute la région ont aussi rendu ce thème encore plus urgent, encore plus important. Depuis l'Irak, sous condominium irano-américain, jusqu'au Liban, où le Hezbollah fait la pluie, le beau temps, enfin le beau temps, la pluie disons, et jusqu'au Yémen dernièrement, avec l'entrée des houssistes à Sanaa. Donc l'Iran est un acteur important, plus qu'important, c'est aujourd'hui le principal acteur régional dans la région, avec Israël de l'autre côté. Bien entendu, nous avons beaucoup de questions à poser. La première, c'est que l'Iran est un grand pays, le peuple iranien est un grand peuple, il a des intérêts légitimes, et bien sûr, nous n'allons pas contester ces intérêts légitimes du peuple iranien. Mais il y a aussi une ambition impériale hégémonique, en tout cas c'est comme ça que je vois personnellement les choses, et cette ambition hégémonique est animée aussi par une ferveur religieuse. Il y a un prosélytisme aussi qui s'exerce aujourd'hui dans l'ensemble du monde arabe, un prosélytisme chiite. Dans certains pays, cela est tout à fait flagrant, notamment la Syrie. Bon. Et cela éveille tous les vieux démons des affrontements entre sunnites et chiites dans la région. Donc, il est important aussi d'analyser, c'est pour ça qu'on a dit le politique et le religieux, savoir ce qui relève de la politique, ce qui relève du religieux et ce qui relève de cette articulation entre le politique et le religieux dans la politique iranienne. Il y a des questions, bien entendu, diverses qu'on a en tête. Où en sommes-nous avec le dossier nucléaire iranien? Dans quelle mesure il est important dans ce qui se passe dans la région aussi? Dans les négociations entre les Américains et les Iraniens? Qu'en est-il de la question kurde en Iran? On parle de la question kurde partout en Turquie, en Irak, en Syrie. Qu'en est-il de l'Iran? Qu'en est-il de l'opposition iranienne après l'échec de la révolution, de la révolte verte, et sur laquelle notre ami Ahmad a écrit un livre? Est-ce qu'il y a des divergences au sein de la hiérarchie, au sein du clergé chiite, en ce qui concerne la politique extérieure, et notamment la politique régionale, etc. Il y a beaucoup de questions à poser. On laissera ça pour plus tard. Pour maintenant, je proposais à nos amis, à M. Ourcade, de commencer par une synthèse sur la géopolitique de l'Iran et ses effets sur sa politique régionale aujourd'hui. Et puis, je passerai la parole à Ahmed Salamatian. Et ensuite, comme d'habitude, chacun prendra la parole un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, vous avez la parole pour des questions et des interventions aussi assez courtes pour donner la possibilité au plus grand nombre de nos amis de s'exprimer. Alors, je vous présente rapidement nos invités. Monsieur Ourcade est un éminent géographe. Il est directeur de recherche émérite au CNRS. Il a dirigé longtemps l'Institut français de recherche à Téhéran et ensuite le groupe de recherche au CNRS en France. Il a fondé et il anime, il dirige un projet extrêmement important
Iran Carto, que vous pourrez trouver sur Internet, et qui est d'une richesse exceptionnelle sur l'Iran. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, d'une quantité d'articles sur l'Iran. Je cite le dernier livre qui est Géopolitique de l'Iran, paru chez Armand Codin en 2010, et que je vous conseille vivement. Malheureusement, de ma faute, on n'a pas eu le temps d'avoir des exemplaires. Et je m'excuse auprès de Sofran et de vous. Et puis, il a contribué, il est l'un des 3 auteurs de l'Iran au XXe siècle, qui est un livre paru chez Fayard, qui a connu 3 ou 4 éditions, avec Jean-Pierre Digard et Yann Richard, plus un travail plus spécifique sur la ville de Téhéran, capitale bicentenaire, je crois, c'est le titre, n'est-ce pas? Voilà. Et Ahmad Salamatian est mon ami depuis 50 ans. 50 ans. Seulement Voilà. 50 ans. Il a raison. Voilà. Nous avons fait Saint-Michel, je crois, 20 fois en 66-67 en discutant de Nasser, de Mossadegh, de la question kurde dans nos pays, etc., etc. De la culture, du brassage culturel irano-arabe à travers les siècles. Et comme nous étions de doux rêveurs, nous rêvions toujours d'un rapprochement, d'une entente durable entre l'Iran et le monde arabe. Voilà. Peut-être ça viendra un jour. Peut-être ça viendra un jour. Voilà. Et Ahmad est un opposant de longue date au régime du Shah. Il était réfugié en France. Il est rentré en Iran après la Révolution et il s'est présenté aux élections. Il a été élu député d'Ispahan. Il a été vice-ministre des Affaires étrangères pendant 1 an. Non, 3 mois. 3 mois. Pendant 3 mois. Et puis, là, le bouleversement qu'il y a eu, l'élimination de Bani Sadr et du premier président et des autres, etc., l'a obligé à revenir en France. Bon, j'espère que dans peu de temps, il sera en Iran et nous serons en Syrie. Voilà. Alors je vais donner la parole à monsieur. Voilà, j'ai oublié, Ahmad a écrit un livre publié avec Sarah Daniel, intitulé Iran, la révolte verte. Et ce livre est disponible, vous pouvez le trouver à la très bonne librairie qui s'appelle le Tiermite, rue Cujas. Il y a quelques exemplaires ici, très bien. Voilà. Monsieur Ockham. Merci de m'inviter à discuter d'un sujet donc, qui est extrêmement pénible, difficile, dramatique, et qui me désole tous les jours en écoutant radio ou télévision, de voir comment on pleure justement, mais des larmes de crocodile, sur la guide de montagne assassinée, sur le massacre des chrétiens ici, sur les ravages d'Alep, beaucoup de photos, beaucoup d'émotions, et très peu d'analyse en arrière, sinon quelques slogans vite fait bien faits sur la guerre sunnite et chiite qui est fondamentale, qui va massacrer le monde en général, et les terroristes qui vont venir égorger les enfants à Paris. Tout ça c'est peut-être vrai, mais notre métier d'analyste, de chercheur, c'est d'essayer de rationaliser, de voir vraiment quels sont les rapports de force, comment ça marche. Pleurer sur la peste, c'est bien beau, mais connaître le virus de la peste et comment on peut le contrôler, c'est quand même ça l'essentiel. On n'est pas pour ou contre la peste, on essaye au moins de l'analyser. Et donc je vais essayer de rationaliser cela en voyant 3 registres, si vous voulez. Tout finalement se mélange. Mais il y a le prisme religieux, et on dit en Syrie, ou en général entre le monde arabe et le monde iranien, c'est le chiite contre sunnisme, bon, peut-être, à voir. Deuxième registre, le plus important, je n'attendrai plus longtemps, le registre de la nation, du territoire. L'Iran, c'est l'Iran, c'est un État depuis 2500 ans et un État moderne depuis les Safavides au XVIe siècle. C'est un territoire bien construit, un État, et aujourd'hui, ma foi, les guerres se font entre États, même s'il y a des organisations, mais qui s'appellent rapidement État islamique. Donc, il y a des États. Et la logique d'État iranienne, le nationalisme, est un facteur extrêmement important pour expliquer les phénomènes. Ça se mélange avec la religion, puisque l'État, il est chiite au départ. Mais un troisième élément très important, que l'on oublie souvent,
je constate que les différentes guerres de ces dernières années ont éliminé la bourgeoisie moyenne d'Irak, qui était un des pays qui était en pleine émergence, dirigé par un dictateur infâme, Saddam Hussein, était une chose. La société irakienne était en pleine ébullition, en pleine construction, en pleine sophistication, et ma foi, le pays est ravagé. La Syrie était un pays également, où une bourgeoisie moyenne était en émergence, avec le régime que vous connaissez bien, hein, mais ça a émergé sérieusement. Et voilà ce qui se passe. La bourgeoisie moyenne syrienne est amenée à quitter le pays, ravagée. Alep en est le bon exemple. Et il ne reste plus que l'Iran, finalement, qui, dont la bourgeoisie moyenne a fait la révolution en 78-79. C'est la bourgeoisie faite par le Shah, qui était un peu comme Saddam Hussein ou Bachar el-Assad, la famille Assad, un dictateur classique qui contrôlait la situation, mais n'a pas pu contrôler sa société. En Iran, ma foi, la révolution a fonctionné, avec après tous les retours que l'on connaît du pouvoir chiite, religieux qui a pris le pouvoir, mais la bourgeoisie moyenne iranienne est globalement restée en Iran malgré la diaspora, et elle contrôle toujours le système. Cet élément, à mon avis, c'est le plus important. Il y a ici Joseph Courbage, qui a été un de ceux qui a mis en évidence le fait que, pour la première fois dans cette région-là, les femmes n'avaient plus que 2 enfants dans le Moyen-Orient, provoquant un rapprochement des cultures et des civilisations, plutôt que le contraire. Et on constate que depuis qu'ils ont fait cet ouvrage, c'est la faute à Youssef, tout le monde attaque cette bourgeoisie moyenne nouvelle dans l'ensemble des pays, que ce soit de l'Algérie à l'Afghanistan, dès qu'une bourgeoisie moyenne qui sort du système religieux et qui sort du système archaïque des tribus locales qui tiennent un pouvoir hérité sur le passé, qui sont fondés uniquement sur leur éducation et sur leur capacité, on se débrouille pour l'éliminer, que ce soit en Algérie ou en Syrie aujourd'hui. Donc cet élément-là, on le verra en 3e position. La religion. Alors, on affirme toujours chiite contre sunnite. Bon, bien évidemment, lorsqu'on veut faire une guerre, l'ennemi doit être le pire qui soit. C'est classique. Mais expliquer la Seconde Guerre mondiale par un conflit linguistique entre la France et l'Allemagne, c'est un peu beaucoup. Il y a quand même d'autres raisons que la religion, même si, depuis 1400 ans, sunnites et chiites ne sont pas d'accord et se font la guerre. Mais la forme de guerre qu'il y a aujourd'hui n'a aucun rapport direct entre l'opposition sunnite-chiite. Dire que les Iraniens soutiennent Bachar el-Assad parce qu'il est chiite, papou, ça n'a aucun rapport. Les Alaouites sont une religion très particulière que vous connaissez mieux que moi, et même s'ils ont été rattachés pour des raisons X et Y au chiisme, ce n'est pas ça la raison. On habille les choses avec ça, mais cette explication est beaucoup trop rudimentaire. Donc il est un fait que la religion est un élément important en Iran, surtout depuis que les religieux chiites ont pris le pouvoir et le contrôle. Et donc la dimension chiite de leur politique, de leur façon de penser est très importante, c'est certain. Et ils ont tout un réseau via les services culturels, dans les ambassades. Les services culturels ne dépendent pas du ministère des Affaires étrangères, ils dépendent du ministère de la propagande islamique. Ce qui fait qu'en Soudan récemment, le Soudan a exigé la fermeture des centres culturels iraniens qu'ils accusaient de prosélytisme pro-chiite. Donc ce réseau-là existe, c'est certain. Pourquoi? Parce que Khomeini, au début, a voulu éliminer sunnites chiites. Il parlait de l'Oumma, la communauté de tous les croyants ensemble. Et il espérait une révolution tiers-mondiste islamique qui prendrait l'islam comme vecteur d'unification contre l'Occident capitaliste et dominateur et colonisateur, etc. Une démarche très tiers-mondiste. Or, vous savez, pour pouvoir agir dans le monde musulman, quand on est chiite, on n'est pas pris au sérieux, les chiites, ça fait 10% de la population, donc vous n'avez pas de légitimité. Khomeini n'avait aucune légitimité à dire aux musulmans d'Arabie, d'Algérie ou du Maroc, soulevez-vous contre l'oppresseur. Il fallait donc un passeport israélien, un passeport palestinien. Et l'Iran est devenu très rapidement le premier pays au front contre Israël pour dire, voyez, les Arabes sunnites n'ont pas réussi à donner aux Palestiniens un territoire, moi je vais réussir. D'où la politique iranienne pro-palestinienne, plutôt anti-israélienne, extrêmement virulente, très forte, Ahmadinejad étant le dernier avatar de cela. Mais cela a permis à l'Iran d'avancer. Or, 30 ans ont passé, les Palestiniens n'ont toujours pas de territoire, et donc l'Iran n'a pas réussi. Et les seuls succès de l'Iran a été de structurer ce qui est devenu le Hezbollah aujourd'hui. La communauté chiite du sud Liban, qui existe toujours, et qui a d'ailleurs chiitisé l'Iran, parce qu'historiquement, c'est dans ce sens-là que c'est venu. Donc, l'Iran a eu quelques succès, mais il a dû se replier sur les communautés chiites. C'est le seul endroit où il avait quelques succès. Alors, le sud Liban, et chaque fois qu'en Pakistan, en Afghanistan, en Irak, ou au sud Yémen, il y avait une communauté plus ou moins chiite, même si elle était hétérodoxe, l'Iran s'est empressé de les soutenir, comme les Français soutiennent les chrétiens d'Orient depuis François Ier. Politique traditionnelle de soutien aux chiites,
contre la domination sunnite. Ceci, c'est une règle claire. C'est un facteur qui explique que ça fonctionne quelquefois au Yémen ou en Irak ou en Afghanistan. L'argent est là, on forme les mollahs afghans ou d'autres pays à Com, ça crée une solidarité, on paye les gens, ça les aide. Donc, ce réseau chiite existe, il ne faut pas le nier. Il est fort, il ne faut pas le nier. Mais ce n'est pas la motivation principale de l'Iran d'aujourd'hui. Où, avec le régime avec le gouvernement de Rouhani notamment, on a un gouvernement beaucoup plus sophistiqué qu'on le voit. Deuxième point important, la géopolitique. L'Iran, depuis toujours, a le sentiment d'être le plus grand pays du monde, le plus beau, le plus fort, tout ce que vous voudrez, entouré de puissances hostiles et barbares. Bon, c'est pas nouveau. Hein. C'est-à-dire que l'Iran, sur son plateau iranien, depuis le XVIe siècle, était opposé aux Ottomans, aux Turcs ottomans, même si c'est des Turcs qui ont créé l'Iran contemporain safavide. Il y avait les Arabes de l'autre côté, il y avait le monde indien de l'autre côté, il y avait le monde russe plus loin. Et donc, aujourd'hui, et au XIXe siècle, l'Iran était coincé entre l'Empire tsariste, l'Empire ottoman et l'Empire britannique des Indes, entre tous les impérialistes. Et donc, les Iraniens n'ont pas résisté aux impérialismes, mais l'Iran ne valait pas un kopek, ne valait strictement rien, il n'y a aucune richesse en Iran au XIXe siècle. Et donc, personne, aucun des impérialistes n'a vraiment voulu occuper l'Iran, ils ont simplement pris des morceaux d'Iran sur le pourtour, le Caucase récupéré par les Russes, la Mésopotamie par l'Empire ottoman, et les Britanniques ont tracé la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan actuel. Les Arabes au sud du Golfe Persique, qui étaient intégralement persiques à l'époque, n'existaient pas, il y avait des principautés plus ou moins contrôlées par les Britanniques. Mais pour l'Iran, l'idée d'être un pays magnifique, où tous les envahisseurs, depuis Alexandre le Grand, en passant par les Arabes, et pour arriver aux Turcs et aux Mongols et aux Américains d'aujourd'hui, ont envahi leur pays et l'ont encerclé. L'encerclement pour l'Iran, c'est une crainte, une paranoïa. Et donc la seule chose importante qui réunisse tous les Iraniens, quels qu'ils soient, c'est la sécurité des frontières actuelles. Et pour cela, l'Iran, depuis le XVIe siècle, a des buffer zones, des zones tampons autour. Le Caucase, la Mésopotamie, le Golfe Persique, l'Est de l'Iran, Pakistan, Baloutchistan et la mer Caspienne, ce sont des zones tampons dans lesquelles les intérêts stratégiques de l'Iran sont en jeu. Et donc quiconque rentre dans ces zones tampons est immédiatement contré par l'Iran, qui fait attention. Vous n'avez pas le droit d'être dominant. Et donc, que se passe-t-il aujourd'hui avec l'Iran? Il constate que depuis 35 ans, l'Iran est en marche du monde. Depuis la révolution islamique, c'est la guerre Irak-Iran, qui est très importante, de 8 ans de guerre, non pas contre les sunnites d'Irak, c'est l'Irak est chiite. Bon. C'était une guerre, le monde entier contre l'Iran. Les Iraniens ont le sentiment d'être écrasés et mis hors jeu. Les débats sur le nucléaire, les sanctions font que l'Iran est actuellement totalement en dehors du monde. C'est plus que la Corée du Nord et Cuba, un pays interdit d'accès, interdit de commerce. Vous ne pouvez pas vendre une boîte d'allumettes à l'Iran, c'est interdit. Avec des allumettes, on fait des bombes, c'est interdit. Autrement dit, pendant ces 35 années, où l'Iran, puissance importante, gendarme du Golfe à l'époque du Shah, la puissance de la bourgeoisie iranienne, riche, 75 millions d'habitants, ce pays est en dehors du monde pendant 35 ans. Que se passe-t-il sur la rive sud du Golfe Persique, où les Anglais sont partis en 71? Des pays qui n'existaient pas, Qatar, Bahreïn, et les Émirats, n'existaient pas en 71. Ils avaient beaucoup de pétrole, ils n'existaient pas, et ont profité, comme Koweït avait fait lors de l'affaire Mossadegh, de la disparition de l'Iran sur le plan politique. Donc depuis 35 ans, on a vu apparaître des États riches et puissants par leur argent, mais pas des nations, mais des États, qui sont sunnites radicaux, c'est le wahhabisme qui domine beaucoup ces régions-là, qui sont apparus comme des pays très importants, courtisés par les Occidentaux contre le méchant Iran, rogue state, État voyou, qui a une bombe atomique qui va détruire Israël, etc., etc. Et dans ces pays-là, se sont développés de façon impunée, sous la protection occidentale, parce que c'était les bons musulmans, contre les mauvais musulmans iraniens. Et ce discours dual a abouti à ce que, lorsque le 11 septembre, des Saoudiens sunnites détruisent Twin Towers à New York, il n'y a pas de problème. Mais 6 mois plus tard, M. George Bush dit « le rogue state, c'est l'Iran ». Comme si M. Ben Laden était un chiite de X par an. 10 ans plus tard, Daesh intervient, alors que les Iraniens disaient « attention, ces mouvements radicaux nous posent problème à nous Iraniens », ils l'ont montré depuis 5 ou 6 ans. Que se passe-t-il? Ils font ce qu'ils font en Syrie, hein, et à la conférence de négociation, l'Iran n'est pas invité. Par contre, l'Arabie Saoudite et tous les financeurs des mouvements salafistes depuis 35 ans sont invités à la table. Et l'Iran dit quoi? L'Iran, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train maintenant, vous occidentaux, de continuer une politique qui va consister à éliminer Daesh par des moyens chirurgicaux, on coupe la tumeur cancéreuse,
Mais on ne change rien sur le fond. Vous avez nettoyé le monde sunnite et arabe pour le donner à l'Arabie Saoudite sur un plateau, une fois qu'il aurait été nettoyé des quelques saletés de Daesh. Et je vais me retrouver, moi, Iran, avec un pouvoir saoudien bien fort au sud, conforté par les alliances internationales, un pouvoir saoudien à Bagdad, et à Damas, bien évidemment, dans la foulée, hein, et les talibans qui reviennent en Afghanistan, et je suis encerclé par l'Arabie Saoudite, pays qui n'existe pas, pays qui est une monarchie, qui est une famille royale. Et donc, je crains pour ma sécurité nationale. Petit détail anecdotique et que je me plais à répéter, mais qui est public quasiment. Il y a 2 ans, l'ambassadeur iranien à Paris, que je connais pour la 3e fois qu'il vient ici, m'invite pour me faire un peu la leçon. Et il me dit, c'est le début de la guerre en Syrie. Il me dit, pourquoi nous soutenons le gouvernement de Damas? Il me dit, le gouvernement de Damas. Non pas M. Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est une crapule finie parce qu'il tire sur son peuple et nous, on est en train de combattre ce qui se passe à Bahreïn. On ne va pas attaquer l'émir de Bahreïn et soutenir Bachar el-Assad. Ce type-là est infréquentable. Il faut qu'il disparaisse le plus vite possible. Mais c'est lui qui tient l'administration et le pouvoir à Damas. Et nous ne voulons pas que, sous prétexte de printemps arabe, comme il y en a eu partout, que les démocrates syriens, avec lesquels nous avons des contacts, avaient répété les ambassadeurs iraniens, c'est au début, ce mouvement, pour savoir s'ils allaient prendre le pouvoir et qui étaient-ils par rapport à l'Iran. Les Américains, comme les Iraniens, les Saoudiens, constatant que l'arc chiite pouvait être cassé, puisque la Syrie était le cœur de l'arc chiite, qui était créé par les Américains, l'arc chiite. Si on réussit à faire tomber l'arc chiite, c'est-à-dire si Damas, avec la chute de Saddam Hussein, de Bachar, tombe entre les mains d'une force qui est pro-saoudienne, c'est catastrophique. Et donc, les Saoudiens, et avec l'aide américaine, ont développé, pour aider la rébellion au tout début, et en fait, on s'est rendu compte contre la rébellion aussi, une 3e force. Hein, le gouvernement de Damas, on sait ayant ce double jeu de développer également cette force radicale sunnite de Daesh pour contrer les rebelles et éviter qu'ils ne soient armés. Résultat, les Américains refusent d'armer les rebelles parce qu'ils arment déjà les Saoudiens qui sont sur le terrain, de plus en plus efficaces. On n'allait pas bombarder, donner des armes aux rebelles qui auraient pu être plus forts que les Saoudiens et mettre un gouvernement démocratique à Damas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de permettre à couper l'arc chiite à n'importe quel prix. Or, les tueurs salafistes sont beaucoup plus efficaces que les démocrates syriens rebelles, donc on soutient à fond le Daesh et les salafistes afin qu'ils fassent tomber le gouvernement de Bachar et nous permettent de mettre le pouvoir saoudien à Damas. L'ambassadeur m'a dit, Damas, c'est Bagdad, et Bagdad pour nous, c'est inacceptable. 8 ans de guerre Irak-Iran. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés, nous Iraniens, de soutenir cette crapule, non pas de Bachar, mais du pouvoir central non saoudien, non pro-saoudien, à Damas. Ensuite, que le gouvernement ne soit pas pro-iranien, c'est une 2e étape, mais pas de gouvernement saoudien à Damas, donc à Bagdad. Petite leçon qui m'avait surpris un peu il y a 3 ans de ça. Et donc cette situation, et je crois, est très importante. Autrement dit, pour conclure là-dessus, on comprend aujourd'hui que l'Iran se sent encerclé. La matière me signalait qu'il y a des bagarres qui ont eu lieu à 50 km de la frontière iranienne. Tous les 2 matins, le ministre de la Défense iranien dit « Il n'y a pas de problème sur la frontière irakienne ». Pourquoi il le dit s'il n'y avait pas vraiment de problème? Parce qu'effectivement, il crée des infiltrations en Iran qui poseraient de vrais problèmes. Autrement dit, et d'avoir un pouvoir qui tomberait entre les mains des Saoudiens à Damas, à Bagdad, est inacceptable. Donc l'Iran fait actuellement la guerre, non pas aux Syriens, au contraire, ils ont des intérêts en Syrie, financiers notamment, les gardiens de la Révolution et autres ont de gros intérêts en Syrie, ils ne tiennent pas du tout à faire tomber la Syrie, et sachant que Bachar est mort ou devra en partir, ils feront tout pour essayer d'être amis avec le futur gouvernement qu'il y aura à Damas, quel qu'il soit, pour ménager leurs intérêts, leur accès au Hezbollah, ce genre de choses. Mais leur adversaire unique, c'est l'Arabie Saoudite. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une guerre entre sunnites et chiites, pas une guerre entre Daesh et je ne sais pas qui, entre les rebelles syriens et Bachar. Il y a une guerre entre Arabie Saoudite et Iran pour la domination de la région. Ces 2 pays n'existaient pas il y a 35 ans, c'était le Shah et rien du tout au sud. Aujourd'hui, les monarchies arabes d'un côté, un axe monarchique, contre un axe républicain à la limite, qui va de Kaboul, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Ce sont des républiques, à la mode locale, mais ce sont des républiques. Et au sud, que des monarchies. Je verrai plus une opposition entre un axe républicain, avec toutes les contradictions et drames qu'il y a dans une république, donc là, des républiques à la mode locale, et un axe monarchique,
qu'entre religieux, sunnites. Là, on a une explication fondamentale. Alors, quel est le rôle des pays occidentaux? Est-ce de faire, comme ils viennent de faire maintenant la France, sous les injonctions de l'émir d'Arabie Saoudite qui venait acheter des armes pour le Liban? Pas question que l'Iran soit là. Et on soutient les monarchies arabes uniquement, qui sont les seules à faire partie de la coalition anti-Daesh. Est-ce que vous pouvez faire la sécurité en Asie orientale sans la Chine? C'est idiot. Et actuellement, on essaie de faire la paix dans la région sans l'Iran. C'est donc attendre et souhaiter qu'il y ait encore d'autres guides de montagne assassinés quelque part dans le monde et que les chrétiens ou les saoudiens ou les Syriens ou autres soient massacrés pendant 3-4 ans de plus. C'est pas fondamental. L'important, c'est de maintenir l'Iran en dehors du système et d'aider nos amis saoudiens, qataris et autres. Donc le but de la France ne serait-il pas, au contraire, non pas de faire la guerre à l'Arabie Saoudite, comme on fait la guerre à l'Iran depuis, on essaie de faire bombarder l'Iran depuis des années, mais de rééquilibrer un peu les choses. Que l'Iran revienne dans le jeu et que les Saoudiens et les monarchies restent dans le jeu, mais à leur rôle normal. Essayer de rééquilibrer, qu'il y ait une coexistence pacifique entre les deux grandes puissances, plutôt que de l'huile sur le feu. L'huile sur le feu, dont les principales victimes, et je conclurai par là, sont effectivement cette bourgeoisie moyenne du Moyen-Orient qui est en train d'émerger, du Maroc au Pakistan, et qui est actuellement en train d'être éliminée et massacrée systématiquement par différents phénomènes politiques et sociaux ou idéologiques, au regard de culturels, les ethnies, les religions, et on ne voit pas que la principale catégorie sociale, la principale culture, est celle des ingénieurs et des cadres et des fonctionnaires, qui soient iraniens, du parti baathiste à Bagdad, à Damas, au Caire ou ailleurs. Et ces gens-là représentent la majorité de la population, majorité silencieuse, qui veut la démocratie, mais n'ont pas l'expérience d'égorger les gens au couteau, et donc se font battre malheureusement par les tueurs quand ils existent. Et donc, pour dernier mot, le problème n'est pas sunnite-chiite, il n'est pas l'Iran contre les autres, ou l'Arabie Saoudite contre les autres, mais d'essayer de retrouver un équilibre, une coexistence pacifique entre ces deux puissances émergentes que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. J'en terminerai par là. Très bien. Merci. Je crois qu'il y aura beaucoup de questions et beaucoup de points qui seront contestés. Tout à fait. C'est le but du jeu. Donc voilà, c'est le but du jeu. Et je vais passer tout de suite la parole à Matzah Mathian. Je voudrais attirer votre attention avant la politique. Attirer votre attention sur la politique et ce qu'on peut faire avec, et l'ethnico-religieuse et ce qu'on peut faire avec sous le label de la politique. C'est deux choses différentes. Et quand je parle de la politique et ses relations avec l'ethnico-religieuse, je pars dans c'est la raison de mon amitié bien longtemps avec Farouk. Permettez-moi de raconter une histoire personnelle. Avant de venir en 64 à Paris, la première fois que je sortais d'Iran, après avoir passé 2 ans dans les jeunes de Sabac, et je n'avais pas 23 ans encore, j'avais passé 2 mois au Moyen-Orient. Et pendant ces 2 mois, sur le souk hamidier de votre beau pays, j'avais trouvé un commerçant qui avait un portrait de Mossadegh, qui était interdit chez moi en Iran. Et la première fois qu'on m'avait arrêté par la Sarak, on avait trouvé dans ma poche un portrait de Abdel Nasser. Et ça faisait partie du dossier qu'on avait constitué pour moi. Et ce commerçant de souk Hamidia, qui était sunnite, mais je me suis trouvé dans le souk pour aller à un petit sanctuaire qui s'appelait Sayyid al-Ruqiyya. Et il y avait des Iraniens, j'étais avec mes parents, ils voulaient aller faire une petite pèlerinage, je les accompagnais. Mais le commerçant m'a invité chez lui. Et j'ai compris que l'idée d'un Mossadegh qui cherchait la démocratie, ça rappelait à mon ami syrien, dans les premières années des dictateurs qui commençaient, des Shukri Rouatli, de la Syrie ancienne, des Mardam Bey. Non, pas celui-là. D'accord. Et au même moment, j'étais passé en Palestine, à Jérusalem-Est, qui n'était pas encore occupée. Et je me suis trouvé par hasard sur l'esplanade,
Et je regardais avec mon arabe braguigné, l'arabe est trop noble pour que je puisse dire que je le parle couramment, et je regardais le mont en face, avec les petits sapins qui commençaient à pousser, et il y avait un jeune arabe à côté de moi, j'essayais de parler avec lui, et avec mon arabe un peu teinté de religieux, de l'islam, j'ai dit La'natullah alal ihtilal al-sahyuni. Il s'est retourné vers moi, il m'a dit les mains. J'ai dit al-ihtilal, il a dit Alhamdulillah ala drama al-arab. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'était un Palestinien qui, des années après, m'a présenté un autre Palestinien qui venait à Paris comme représentant des Palestiniens à Paris, un fallah, qui s'appelait Hamshari. Hamshari, c'était le nom qu'on donnait aux ouvriers iraniens dans les champs pétroliers en 1903 de Bakou. Hamshari en persan, ça veut dire citoyen, mais c'était le portefeuille. Et ce Hamshari disait qu'il était d'une famille comme ça, il ne savait pas comment est-ce qu'il s'est trouvé à Tel Karem, et qu'il est devenu représentant des Palestiniens à Paris. Il repose au cimetière à Père Lachaise. Je vous ai fait rentrer là-dedans pour vous dire que qu'est-ce qu'était capable de faire avec la politique et la démocratie l'ethnico-religieuse. Et je viens de loin. Notre région a eu 3 malédictions au XXe siècle. La création de l'Arabie Saoudite, la création de l'État d'Israël, la création du Pakistan. Permettez-moi, je ne veux pas mettre en cause les États qui existent. Maintenant, il existe. En même 64, j'étais à l'université de Beyrouth, un certain Bourguiba venait de Tunis, il a fait un discours. Et par hasard, j'étais ce jour-là à l'université. Et il a dit, mes chers amis, vous savez, ce sont des juifs, ils sont venus là, maintenant ils sont là. Il faut accepter le plan de partage. Le lendemain, il y avait Chehab au Liban. Il y a eu 400 000 nasseristes qui ont manifesté contre Bourguiba. Bourguiba avait raison. Mais ça ne change rien qu'on a commencé à faire des exemples des États ethniques, ethnico-religieuses, à la place des États-nations. Je ne suis pas un fervent adepte de l'État-nation. Je sais qu'il a fait des horreurs dans nos régions. Mais pour arriver à la démocratie, il faut réformer l'État-nation. Il ne faut pas la détruire. Si on commence à la détruire, on rentrera dans les vieilles démons qu'on avait essayé de les dompter. Et pendant des années, vous savez, une différence fondamentale entre Jamal al-Din Asad-Abadi, on ne sait pas est-ce qu'il est chiite, il est sunnite, on ne sait pas est-ce qu'il est afghan ou il est de Hamedan, mais on sait qu'il était un grand réformateur qui regardait l'Occident et critiquait ses propres sociétés. Il ne faisait pas une certaine forme de cité idéale avec le retour dans le passé. Il ne cherchait pas l'avenir du monde dans les rues de Médine. Et il ne cherchait pas l'avenir du monde dans les ruines de Persépolis non plus. Voyez-vous ce que je veux dire? On a assisté à une certaine forme de mystification qui a fait substituer à l'idée des États-nations des utopies religieuses et ethniques. Et ces utopies religieuses et ethniques nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Je reviens sur l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran? Et n'oubliez pas, je ne suis pas complomaniaque. J'ai horreur de faire d'analyse des complots. J'aime bien qu'on regarde sur nous-mêmes et trouver les critiques sur nous-mêmes. Mais il y avait un mouvement démocratique en Iran qui n'était pas religieux. J'ai récemment lu l'ensemble des correspondances de Mossadegh. Correspondance le plus volumineux qu'il a laissé de lui, c'est ce qu'il a écrit avec ses notaires et ses avocats sur une barque qu'avait fait sa mère pour un hôpital. Donc c'est un homme pratiquant.
Sinon, il n'avait pas s'occupé de... Mais il ne faisait pas de la politique avec la religion. Il disait chaque chose à sa place. Il y avait une certaine forme de gauche en Iran, je ne veux pas rentrer dans... Mais dans les années 1900, déjà le coup d'État contre Mossadegh, les Américains ont utilisé à fond les religieux. Et dans les années après, surtout les années 70, n'oubliez pas, au moment où le régime du Shah commençait à craquer sous le poids, les Américains affolés de ça, ils se sont précipités pour aller chercher de soutien contre le rouge du communisme chez les religieux. Seul endroit qui échappait à la répression, à la table rase de Sa Majesté, qui avait fait la table rase de tout qui était structure traditionnelle de la société iranienne et qui avait empêché toute nouvelle forme d'association, tout ça, seul ensemble qui y échappait, c'était la mosquée. La répression impériale s'arrêtait à la mur de mosquée. Ne vous étonnez pas qu'au lendemain d'un mouvement populaire sans précédent, la population qui n'avait pas eu l'éducation politique, qui n'avait pas des organismes politiques, des institutions politiques nécessaires, il trouve dans l'utopie qui lui présentait mosquée des lendemains qui chantent. Je reste sur mon exemple iranien. Qu'est-ce qui s'est passé? Khomeini, arrivé à Paris, la révolution iranienne, c'était une utopie qui n'était pas chiite. Le chiisme, à travers son histoire, avait pris l'habitude de gérer l'attente de l'imam caché et non pas gérer sa succession. C'était la différence fondamentale entre la logique politique du chiisme. C'est pourquoi le chiisme, dans sa hiérarchie, dans son structure, dans sa pensée, était marqué par une idée que tout pouvoir est corrompu. Pour le corriger, ce n'est pas l'affaire humaine, c'est l'affaire de Dieu, et c'est représentant l'imam caché, je ne vais pas rentrer dans les... Et cet imam, tant qu'il n'est pas là, la politique, la tâche de chiite consiste à essayer de substituer le pire par le mal. Parce que toute politique est mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des jeunes qui ont découvert les écrits de Seyyed Qutb. Vous savez, le premier traducteur de Seyyed Qutb en Iran, c'est qui? Vous ne savez pas. Sharian. L'Ayatollah Khamenei. Khamenei. Et il y a des jeunes mollahs qui font de la politique, ont fait les premières brochures sur la question palestinienne. Vous savez, première brochure qui a été faite en persan sur la question palestinienne, c'était écrit par qui? Monsieur Hashemi Rafsanjani. D'accord? Et quand il y a eu la révolution, cette révolution triomphante dont j'étais pendant les 3 premiers mois vice-ministre des Affaires étrangères, était tellement ébloui par l'idée de retrouver l'unité islamique que l'hiérarchie traditionnelle chiite l'accusait d'être wahhabiste. Encore, il l'accuse, une grande partie de l'hiérarchie religieuse chiite. Quand vous parlez de prosélytisme chiite, vous savez, une des conséquences de la révolution iranienne, ce n'était pas la prédominance de religieux sur la politique, c'est une apparence, on vous jette des poudres à yeux, c'est l'étatisation de la religion, et seule religion qui avait gardé une certaine forme d'autonomie. Aujourd'hui, l'autonomie d'antan de chiisme, on le trouve beaucoup plus dans les rues de Najaf et de Karbala que dans les rues de Rome et de Téhéran. Hezbollah, c'est la construction des services militaro-sécuritaires d'un pays qui a changé de fond en comble la communauté chiite libanaise. Mais Hezbollah a réussi à le faire grâce à quoi? Vous avez oublié 1982. Pendant 20 ans, l'occupation israélienne de Sud-Liban
a changé de fond en comble. Sans l'occupation israélienne de sud du Liban, la communauté chiite libanaise, dans sa diversité, dans ses notables, dans ses particularités de toutes sortes, qui fournissaient l'essentiel des militants de gauche libanais dans le temps, n'aurait jamais été militarisée et contrôlée par les services de la division Quds. Et quelques mois après cette révolution, Khomeini, qui cherchait son idéal dans les rues de Médine, qui avait instauré une semaine qui s'appelle la semaine de l'unité. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la semaine de l'unité? Il y a des rapporteurs de hadith qui disent que la naissance du prophète Mohammed c'est le 11 de Rabi'ul Awwal, les chiites ils disent c'est le 17. Et depuis belle lurette, la différence entre les chiites et les sunnites, là où ils se juxtaposaient l'un à côté de l'autre, c'était que les uns, pour se distinguer, ils mettaient le 17, l'autre, ils mettaient le 17. Khomeini a décidé, sous la proposition de Montazeri, qui était accusé d'être wahhabiste, de faire une semaine de fête, qui serait la fête de l'unité, pour essayer de, comment dirais-je, faire le complot. Et qu'est-ce qui s'est passé 6 mois après la Révolution? Le dernier général ottoman à Bagdad, je l'appelle bien le dernier général ottoman à Bagdad, à Mésopotamie, a traité Khomeini comme Majous. Il a dit que Khomeini était un Majous. Et il a attaqué l'Iran. Et il croyait qu'en 3 semaines, il allait disloquer le pays. Et il a bénéficié d'une coalition de 48 États dans le monde. Et il y avait un seul pays arabe. Donc, je m'excuse. Kadhafi, Libye, lointain, qui avait un problème avec les mollahs iraniens à cause de Moussa Assad, et la Syrie de Papa Assad, qui se prétendait être le gardien de Jabhat al-Samud. Mais je n'oublie jamais le premier jour que l'ambassadeur syrien est venu me voir au ministère des Affaires étrangères. Il était venu reconnaître la République et protester en même temps. Vous savez, protester contre quoi? La radio iranienne, au lendemain de la Révolution, avait attaqué violemment Muawiyah ibn Abu Sufyan. Et monsieur l'ambassadeur venait dire, mais pourquoi votre radio attaque la gloire de Damas? Je insiste sur tout cela pour vous dire une chose. J'ai bien appris une chose. Ça dépend des lunettes que je mets, la vérité et la réalité que je vois. Surtout dans les domaines de sciences humaines, surtout quand il y a l'implication de la politique. Ce qui me menace le plus, c'est mes amitiés. Ce qui me menace plus ne sont pas mes ennemis. En disant tout cela, je vous dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler de la politique arabe de l'Iran. Je ne sais même pas, ça n'existe pas. La diplomatie iranienne, même, et je connais en peu, c'est fait au gré des événements, au gré des jeux de factions à l'intérieur d'un pouvoir, et au gré des circonstances qui se sont offertes. C'est vrai, vous avez parfaitement raison, que depuis la fin des Safavides, l'Iran n'a jamais été aussi présent en Mésopotamie que maintenant. C'est vrai que l'Iran n'a jamais été aussi présent jusqu'à Transoxiane, je m'excuse, j'utilise les termes anciens, jusqu'à Transoxiane, qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de premier ministre à Bagdad sans l'accord de l'Iran. On ne peut pas régler le problème de présidence de la République en Afghanistan sans l'accord de Téhéran. Mais qui est-ce qui a offert sur un plateau d'argent Mésopotamie que l'Empire ottoman avait repris? Je ne dis même pas des Perses, parce que l'Iran et l'Irak, je suis convaincu toujours que c'est une guerre civile. J'étais contre M. Balta, qui est un de mes amis qui disait la guerre de 5000 ans. Je disais non, c'est une guerre civile. Je t'assure, je connais
très bien Bagdad, je connais très bien les routes de Bagdad et les routes de Téhéran. Et je vous donne une raison. Vous savez qui est-ce qui pourrait être le prochain guide iranien? Ayatollah Shahroudi. Il est né où? À Bagdad. Il était tellement arabophone que dans les premières réunions qu'il faisait au Conseil supérieur de la justice iranien, dont il était nommé à la tête de ça, le Conseil parlait en arabe. Et que Khomeini a instauré la constitution iranienne, il dit que la langue arabe, c'est la deuxième langue de l'Iran. Et aujourd'hui, les enfants, à partir de première année de collège, ils font de l'arabe. Ils n'apprennent pas l'arabe. Et une partie des nationalistes iraniens d'antan considèrent la révolution iranienne comme deuxième invasion arabe. Ils l'appellent deuxième invasion arabe. Tout cela, je voudrais insister pour une chose. La guerre de religion à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est une conséquence de la faillite de la politique. C'est une connaissance de la prédomination de l'identitaire dans notre région. Et l'identitaire et le religieux, dans sa tendance, il va vers le sectarisme. Si les Israéliens, en 1982, ont offert le Sud-Liban et Beyrouth une domination aux forces militaro-sécuritaires iraniennes à travers le Hezbollah, si les Américains, déjà en 1992, n'oubliez pas, c'est pas seulement maintenant que l'Iran dit qu'il ne fait pas partie de l'Alliance, mais qu'il y avait tout. Les avions de Saddam Hussein qui les a envoyés dans les aéroports iraniens lors de la guerre, M. Rafsanjani les a pris, les a empêchés, et peut-être c'est les seules choses qu'il a eues comme indemnité de la guerre l'Iran-l'Irak. Il n'a pas eu d'autre chose. Mais à ce moment-là, maintenant, c'est clair et net que l'échange de renseignements là, entre les États-Unis et l'Iran pendant la guerre de Koweït était total, déjà en 92. Déjà en 2003 en Afghanistan, était total. Déjà au moment de la chute de Saddam Hussein, était total. Tout ça ne vient pas à cause d'une guerre entre chiites et sunnites. Ça vient à cause des déséquilibres politiques dans une région où on est en train d'anéantir les idées d'un État-nation et l'incapacité des États-nations de cette région de se démocratiser et de faire des ensembles dans leur région. Au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, c'est juste à poser plusieurs choses. C'est vrai qu'il y a eu un pouvoir avec prédominance religieuse. Mais ce pouvoir n'est pas seulement religieux. Je vous dis, c'est la religion qui a été étatisée. Ce pouvoir est structuré. Ce pouvoir a deux aspects. On n'a pas réussi à écraser totalement l'idée démocratique du début de la révolution iranienne. C'est à cause de quoi? Il a parfaitement raison. Une classe moyenne. Nous avions appris, pour différentes raisons, de considérer que la bourgeoisie, surtout la petite bourgeoisie, qu'on disait comprador, je ne sais pas quoi, est l'ennemi. C'est pas la petite, d'accord. C'est l'ennemi de la démocratie. Mais au fond, c'est une classe moyenne qui s'est développée, qui est éduquée, et qui aujourd'hui, quand il manifeste dans les rues de Téhéran, il y a la possibilité de manifester, il va très très rapidement distinguer, dire ni Gazé, même Gaza, ni Liban, je me sacrifie pour l'Iran. Il est nationaliste. Ça ne veut pas dire qu'il est nationaliste pour aller dominer les autres. Il peut être pour le mouvement démocratique syrien. À tel point que l'entretien de l'ambassadeur Kourkat disait, oui, au début de la révolte syrienne, le pouvoir iranien qui était ébloui par ce qu'on appelle le moment de liberté que j'ai senti comme le printemps arabe, a commencé à être
paniqué d'une certaine manière. Parce que ce mouvement s'est passé quand? Un an après la révolte verte. Dans le livre que j'ai fait avec Sarah Daniel, j'avais mis un sous-titre. Il y a des gens, après l'apparition de Daesh, tout ça, ils m'ont dit, tu maintiens encore ton sous-titre? J'ai mis une point d'interrogation, je le maintiens. La fin de l'islam politique. Ce qui s'est passé en 2009 en Iran, en moment de la révolte verte. C'était les mêmes jeunes qui, leur père, partaient avec l'utopie religieuse, qui revenaient sur l'idée où est mon vote. Ils voulaient construire la démocratie. Et ce qui menace aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, le plus l'ensemble de printemps arabe, c'est pas seulement les utopies religieuses, l'idéologisation religieuse, la construction de totalitarisme religieux dans cette région, c'est aussi en partie le regard que nous portons sur les événements. À partir du moment où nous commencerons à avoir les lunettes de religieux et de l'ethnique pour voir les phénomènes, c'est déjà le commencement du problème. Et je finis, parce que Farouk m'avait demandé une autre chose, de parler de l'opposition iranienne et la révolte syrienne. Permettez-moi de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, au sein du pouvoir iranien, si le dossier nucléaire trouve une solution qui ne menace plus la société iranienne, pourrait ouvrir une porte pour avoir la même situation qui était les négociations de Taïf pour le Liban. Quand on parlait de l'Arabie Saoudite, les négociations de Taïf avaient permis au Liban d'avoir une certaine forme de paix pendant un certain temps. C'était vrai que c'était immobile. La même chose qu'on a eu avec Maliki. Parce qu'aujourd'hui, Bachar el-Assad et son clique est devenu un boulet énorme au pied du pouvoir iranien. C'est le plus cher payé. On estime, et ça je l'ai entendu d'un analyste économique iranien de premier plan, à 3,5 milliards de dollars par an le coût de maintenir Bachar el-Assad par l'Iran. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est les services militaro-sécuritaires des gardiens de la Révolution, qui, déjà avec l'expérience de 2009, ils ont commencé à dire la meilleure lecture que nous pouvons avoir de la révolte arabe, printemps arabe, c'est une lecture de révolution de velours, et agir face à ça la même chose. Ils étaient spécialisés, d'ailleurs ils ne cachent pas, ils disent que nous avons appris sur le place en Iran et nous l'avons appliqué en Syrie, sans se poser la question qu'en Syrie, avec les problèmes de toutes sortes, ça peut aller jusqu'à un pouvoir qui jettera des barils remplis d'explosifs sur sa population. Les gardiens de la Révolution n'ont jamais fait en Iran ce genre de choses, parce qu'ils savent très bien que aussi bien la religion que le bazar, que le mosquée, tout ça ne peut pas supporter ça. C'est une autre forme de mafia qui se... Encore aujourd'hui, je maintiens que dans une situation où on reconnaît cette émergence des intérêts des États dans cette région et les négociations, et que les grandes arrêtent de jouer pour changer les lignes de fracture de Proche-Orient. Le problème, on ne peut pas parler de la paix en Afghanistan sans avoir tous ses voisins. On ne peut pas parler de la paix en Irak sans avoir tous ses voisins, parce que les problèmes sont régionalisés. De même manière, je suis sûr que les services militaro-sécuritaires qui sont en Iran, même avec l'arrivée de l'Ouraniste, sur certaines formes de défensive, ne pourraient pas imposer l'ensemble du pouvoir iranien la sauvegarde de leur favori, qui est le clic de Assad. Et là-dessous, permettez-moi de vous dire une chose. Si nous sommes des démocrates, pour soutenir les oppositions, il faut que nous regardions d'abord combien ils sont démocrates. Permettez-moi de dire, une des erreurs, il y a 3 ans, qu'a commis l'opposition syrienne, c'était d'ouvrir des dialogues avec les Moudjahidines du peuple
qui sont perçus en Iran comme le baasisme irakien, déjà révolu. À partir du moment où on pose la question de la démocratie et on essaye de regarder les problèmes comme problèmes démocratiques, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de raison particulière pour la guerre chiite sunnite dans notre région, il n'y a pas de raison particulière pour la guerre arabe-persane dans notre région. Merci de votre patience. Alors, il y a, je crois, beaucoup de choses. Je voyais Ziad qui avait envie de parler déjà. Moi aussi. Je crois, oui, et notre ami. Et qui veut prendre la parole aussi? Qui veut poser des questions? Oui, Thaïs. Ah là. Bon. Ok. Mais Hala commence. Vas-y. Bon, c'est intéressant pour les Syriens d'entendre que ce n'est pas une confrontation sunnite-chiite, ce n'est pas une confrontation persan-arabe, mais quelque part, c'est pas du tout le ressenti. Moi, je parle un peu de la population syrienne ici ou là. C'est un peu. Qu'est-ce que c'est comme confrontation sinon? Pourquoi est-ce que c'est comme ça que c'est vécu par la population syrienne? Pourquoi l'Iran nous en veut? Pourquoi il s'allie à Assad et avec des hommes, avec des troupes sur le terrain, etc. C'est ma première question. Ma deuxième question est plus géopolitique, plus pour M. Ourcade. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce sentiment de retranchement iranien, complaisance, je veux dire, c'est une posture et qui aide et qui on ne veut pas vraiment en sortir. On ne voit pas de volonté, par exemple, de prendre langue avec l'opposition syrienne, malgré plein de tentatives qui ont eu lieu, plus ou moins secrètes, plus ou moins affichées, ou de sortir justement, de casser cette confrontation entre les deux pôles dont vous avez parlé. Ok, une question. C'est des commentaires. Oui. Oui. Non, alors, plusieurs choses, si vous permettez, et rapidement, je vais parler très vite. Alors, la première, la démarche qui fait à comparer ou faire un clivage entre république et monarchique, excusez-moi, je la trouve un peu étrange, dans le sens où, si on parle du fascisme qui s'est développé en Irak ou en Syrie, les monarchies du Golfe ou du Maroc ou de la Jordanie deviennent des régimes plus ou moins tolérés ou tolérants. Personne des monarchies n'a bombardé sa population avec l'arme chimique, ni avec les missiles Scud, ni a fait des guerres, y compris la guerre Irak-Iran, qui a fait presque 1 million de morts. Donc ce n'est pas un repère. D'ailleurs, la Corée du Nord est une république également, et donc je vois l'Algérie du FLN n'est pas plus démocratique ou ouverte que le Maroc de Hassan II ou de Mohamed VI. Donc cette question-là, je pense qu'elle n'est pas dans le cœur de notre discussion. Non plus ce que dit un ambassadeur iranien. Il fait sa propagande, il fait ses relations publiques. L'Iran était très clair du premier moment du soulèvement populaire en Syrie, bien avant la militarisation de la révolution, de considérer que Damas, c'est un pilier dans son alliance régionale, c'est le pont qui mène au Hezbollah au Liban, c'est une alliance qui s'est construite depuis les années 80 durant la guerre Iran-Irak, et non pas par volonté de soutien à un pays agressé. Hafez al-Assad s'est allié à Téhéran. Il avait surtout son ennemi et en même temps frère, cousin bassiste irakien. En plus, il voulait le contenir et il voulait négocier, comme Hafez al-Assad le faisait souvent. Je suis l'allié de l'Iran, je peux vendre mes relations avec les Iraniens aux Saoudiens. Il lui payait en fait durant sa présence au Liban également. Il peut négocier avec les Américains. Il y a des crises d'otages au Liban, des gens enlevés par Hezbollah, c'est lui le médiateur. Donc c'était pour plusieurs raisons qu'il y a eu cette alliance-là et qui a d'ailleurs porté ses fruits avec la création de Hezbollah à partir de 1982. Donc pour les Iraniens, c'était stratégique du premier jour. C'était des officiers de la garde de la révolution qui
qui entraînait les officiers syriens à tuer les gens. C'est pas parce que c'est des crapules ou pas. Ils les entraînaient, suite à leur expérience durant le printemps iranien avorté, comment cadrer les manifestants, comment repérer le chef de la manifestation et lui tirer dans la tête. Et je connais un peu des détails et même des noms avec Soleimani et autres qui étaient le chef d'orchestre de l'opération. Donc je ne pense pas qu'ils sont dans une logique de voir qui va gagner. Après, c'est pour eux une décision. Bien après, il y a eu la militarisation, et Daesh et les salafistes, c'est pas la même chose non plus. Les salafistes syriens, c'est pas Daesh, c'est une tradition, une tendance. On peut en discuter de tout cela. Daesh, c'est un autre phénomène. Il est le fils de ce qui s'est passé en Irak. Il est le fils du despotisme de Bachar al-Assad et de Saddam Hussein, etc., etc. Donc je pense que les Iraniens étaient très clairs dès le début. Ils ont dépêché Hezbollah plus tard, à partir de décembre 2012, quand le régime syrien souffrait militairement. Ils ont énormément dépensé de l'argent, ils ont énormément envoyé des combattants. Donc je pense que pour eux, c'était vraiment stratégique. Et ils ont utilisé un discours religieux. Ce n'est pas vrai seulement que les gens ont ressenti ça. Quand Hezbollah dit qu'il est parti à Damas pour défendre Saïda Zainab, c'est tout à fait clair. Quand ils font des chansons qui sont partout à Damas aujourd'hui, Al-Ghadab al-Alawi al-Tafajjar al-Hulm al-Amawi al-Tabakha, c'est tout à fait clair. Et Alawi, c'est pour Ali ibn Abi Talib, c'est pas pour les Alawites syriens, parce que c'est des chansons chiites. Donc il y a eu dès le début une rhétorique qui parlait du wahhabisme, qui parlait des bédouins, ce qui révèle aussi d'un certain racisme qui existe dans certains pays arabes également envers les bédouins, entre guillemets bien sûr, des monarchies du Golfe. Donc il y avait un discours idéologique, il y avait un discours religieux pour mobiliser les combattants chiites irakiens, venir mourir à Damas pour soutenir le régime, de même que les Libanais évidemment. Et il y a le pragmatisme iranien. Ils sont capables, oui, s'ils obtiennent le nucléaire, de vendre Bachar al-Assad. Ils ont été intelligents quand ils ont compris qu'en Irak, avec Maliki, ils ne peuvent pas continuer. Ils l'ont sacrifié. Donc ce n'est pas vraiment une question religieuse, oui. Mais il y a eu un discours religieux iranien qui a mobilisé à travers certains lexiques chiites et qui a créé aussi une réaction très forte chez une partie des sunnites qui se sentent visés. Et ce n'est pas vrai que l'Iran est isolé dans ce sens-là. L'Iran a reçu l'Irak comme cadeau après l'invasion américaine, après la politique stupide de Bush dans la transition, écartant les sunnites arabes et dépacification de ce qu'il a appelé du système irakien, présents dans la région, et ils le sont toujours. Juste pour la question chiite libanaise, aussi je pense que ce n'est pas 82 qui a été la date qui a changé un peu. Ça a accéléré les changements au sein de la communauté chiite libanaise, mais c'est 79. C'est la victoire de la révolution iranienne qui a créé une identité chiite assez forte chez beaucoup de personnes, et cette fois politisée. Elle n'est plus seulement dans les Husseiniya ou dans le cadre religieux. Et ça avait bien commencé avant, en 76, quand Hafez al-Assad a écrasé la gauche libanaise, qui avait beaucoup de militants chiites, qui a écrasé les Palestiniens, et puis la recomposition de la scène politique libanaise et l'invasion israélienne de 78 qui a occupé déjà 40% du sud Liban et repoussé une bonne partie de la population vers Beyrouth et la banlieue sud, où ils sont reconstruits en communauté. Il y a eu beaucoup de phénomènes, et certainement les Iraniens dépenser de l'argent. Ils ont maintenant toute une génération qui a fait des écoles, le Mustafa et autres, de jeunes chiites au Liban, qui font même des visites en Iran, et qui pour eux, Khamenei, et avant lui bien sûr Khomeini, c'est le leader suprême. Et le chiisme a changé depuis Wilayat Faqih, cher monsieur, c'est plus l'attente du imam caché, le Houza Natiqa ou le Houza Samita, ça a changé, et ils considèrent que Wali al-Faqih le remplace, et même il est là pour accélérer son arrivée. Oui, dans un sens, oui, tout à fait. Ce qui rend le religieux malheureusement très présent dans le champ politique, et c'est très difficile de même changer les lunettes, parce que ça mobilise, et je pense que notre drame est surtout aujourd'hui lié à ça. Et désolé pour la longue intervention. Oui. Bon, quand on dit chiite ou sunnite, dans mes cordes, rien ne vibre. Je crois qu'il y a beaucoup de Syriens comme moi. Mais je crois que la question essentielle que soulevée par M. Fourcade, c'est que l'Iran est assiégé et encerclé. Et en fait, ce n'est pas seulement l'Iran, c'est toute la région.
hein, et quand on est assiégé, encerclé, coincé, hein, on est déstabilisé, par conséquent on est dans une situation anormale. Donc on réagit mal, on se comporte mal. Et tout ça, ça a commencé en 1918, quand le général Lembi est entré à Jérusalem. Il a donné la clé de Palestine au peuple yiddish. Et depuis, tout le monde, moi comme je suis syrien, je le sens, on est énervé, on est déstabilisé, on est anormal, on ne pense pas. Et je crois que tout ce qui se passe maintenant dans la région, c'est Israël. Et si maintenant l'Iran est assiégé, c'est à cause d'Israël. Parce qu'ils vont empêcher l'Iran de faire la bombe. Moi je suis syrien, je ne vois pas pourquoi la bombe ne doit pas être iranienne, elle doit être seulement être israélienne. Oui. Bon, je crois, à mon avis, la clé et l'origine du mal, c'est Israël. Et l'Occident a fait une grande bêtise, mais maintenant il continue, malheureusement, à continuer avec cette bêtise. Merci. Je crois qu'il y a une question. Je voudrais corroborer le propos de Ahmed Salamatian en juin 2009, quand il s'agissait ici en France, et notamment à Paris, pour soutenir le cours nouveau de la Révolution verte. Et donc qui a été initié par une association Manifeste des Libertés où il y avait des Iraniens et des Arabes, militants arabes intellectuels et tout. Et quand on a lancé l'initiative, il y avait deux oppositions. Paradoxalement, bon, les nationalistes pensant que ça va affaiblir le rapport de force au Moyen-Orient en raison de la cause palestinienne. Paradoxalement aussi, les libéraux. Les libéraux pensant que cette révolution verte ou l'ancien pouvoir, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et je pense que cette méprise est dramatique sur le cours nouveau, parce que au même moment, les échos qu'on avait des pays du Maghreb, notamment en Algérie, étaient dits très souvent, avec le soulèvement de 2009, c'est quelque chose, un retour de l'Iran qui nous débarrasse de la révolution, entre guillemets, iranienne, khoméiniste, intégriste, qui a donné l'intégrisme, une certaine idéologie de l'intégrisme en Algérie. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut mettre au jour. Je pense qu'il y a une dialectique entre le soulèvement, effectivement, de 2009 et les soulèvements du monde arabe. Ça, c'est clair, tout le monde, les militants dans le monde arabe, ont toujours pensé que l'hypothèse d'une théocratie en Iran, c'était ces derniers râles avec le 2009. Et ça ouvrait des perspectives. Et cette réflexion-là, elle demeure. Elle demeure, malgré effectivement les alliances stratégiques de pouvoirs locaux, parce qu'effectivement le régime iranien a intérêt que cette lecture-là ne se développe pas dans le monde arabe. Et donc, le pouvoir lui-même, pas l'Iran. Je pense que c'est ça qui... Moi, je rejoins le propos de Ahmed Salamatian là-dessus. Votre analyse justifie l'attitude de ce qu'on appelle d'une certaine gauche en France, qui a vraiment presque effacer nos analyses à nous, à chaque fois qu'on a porté des analyses sur la situation, une certaine gauche française qui soutient l'Iran, mais inconditionnellement, qui ne dit jamais rien de négatif sur ce que fait l'Iran, sur les crimes de l'Iran depuis pas mal de temps, y compris en formant Hezbollah. Donc tout ça me paraît un peu inquiétant, beaucoup plus, comme je vous le dis, beaucoup plus que troublant. Moi, je sais très bien, nous sommes tout à fait convaincus, les Syriens, qui avons un peu la tête sur les épaules, on sait très bien qu'on ne peut pas vivre en Orient, en tout cas en Syrie, au Liban, sans avoir des relations de bon voisinage avec la Turquie, avec l'Iran. Et de toute façon, nos cultures sont tellement interdépendantes et se sont tellement interpénétrées qu'on ne peut pas se passer les uns des autres. Et qu'il ne faut pas se passer les uns des autres. J'ai un compagnon qui a toujours parlé d'États unis d'Orient comme l'Europe. Hein? Donc, si vous voulez, ça, c'est entendu. Mais aujourd'hui, on a un Iran dangereux qui est en train de mettre la main sur 4 capitales arabes qui s'est déjà fait, c'est-à-dire Sanaa, Bagdad, Damas et Beyrouth. Et
Il ne faut pas que ça continue comme ça. Il faudrait que gauche et droite française nous aident à ce qu'on en termine. Donc, je ne sais pas comment, mais pas en bombardant le peuple iranien, certainement. Oui. Oui, je rejoins effectivement les propos de Ziad, le fait que la dimension religieuse est omniprésente et c'est primordial dans ce conflit, on ne peut pas l'ignorer. Mais en vous écoutant, je vous ai entendu sur cette sorte de rivalité, cette compétition pour le contrôle de cette région entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qui est une réalité. En revanche, j'étais très surprise de ne pas entendre dire quelque chose en ce qui concerne le rôle de la Turquie et sa volonté également de contrôler donc, ces trois États. Juste un petit mot, j'appuie complètement ce que vient de dire notre ami Weiss, parce que c'est vraiment, elle m'a pris les mots de la bouche. Je pense qu'il est très révoltant de vouloir présenter la politique iranienne ou l'Iran d'aujourd'hui comme un État neutre qui est dans une situation de légitime défense. La politique iranienne, depuis le début, n'a cessé d'être une politique tout simplement impérialiste. Merci. En se basant, en prenant comme otage la religion, le chiisme, ses appuis dans les régions. Ce n'est pas seulement les 4 capitales que vient de citer Reiss qui comptent. Il faut aller voir tous les anciennes républiques de l'Union soviétique qui sont limitrophes de l'Iran. Ils sont envahis par les Iraniens. Ils sont tous les jours accueillis, corrompus par le pouvoir iranien pour les mettre sous sa botte. Bon. Oui, et puis on va donner la parole quand même. Oui. Bon, personnellement, je crois qu'on est, comme tout le monde, comme beaucoup ici, nous avons été très surpris par beaucoup, Monsieur Orcade, mais simplement, moi, ce que j'ai envie de dire, en vous écoutant et en écoutant Monsieur Salamatian, en revoyant tout ça, je me dis, mais c'est évident, je veux dire, c'est clair que dans toute cette histoire, il y a un grand couturier qui coupe, qui recoupe, qui associe, et c'est les États-Unis. Je veux dire, bon, ben voilà, c'est-à-dire, et en même temps, alors, bien sûr, il y a la chute du politique, mais est-ce qu'on a laissé tranquille ces peuples construire le politique? Voilà. Ok. Oui, vas-y. Une question. Vas-y. Plutôt de nature technique sur l'Iran. Est-ce que vous considérez que l'Iran est un État-nation ou pas, avec la multitude de populations non persanophones, non chiites, les Azéris, les Kurdes, les Arabes, les Baloutches, et j'en passe, et les meilleurs, les Arméniens. Et d'autre part, moi je vais vous dire oui, avec mes indicateurs démographiques, j'ai vu que l'Iran était beaucoup plus homogène sur le plan démographique. Vous avez cité le cas de la fécondité des 2 enfants. Eh bien, vous avez un phénomène qui est beaucoup plus iranien que turc ou syrien ou que qu'est-ce qu'il y a d'autre, arabe. C'est le fait que les Kurdes d'Iran se comportent exactement comme les Iraniens. Donc, pour moi, il est évident que l'Iran est un véritable État-nation, que la Syrie ne l'est pas. En Syrie, vous avez des disparités de démographie tellement fortes entre le Sahel et l'intérieur de la Syrie qu'on doute que ce puisse être un État-nation. Et dans le cas de l'Iran, il y a cette force qui, malgré la diversité ethnique et démographique de la population, et je me demande comment se fait-il que l'Iran, qui est considéré comme le bad guy dans la région, n'ait pas été agressé sur ce point de vue, ni par Israël, ni par les Américains, qui aurait pu être une des faiblesses de ce pays. D'accord. Monsieur Orcade. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'analysais la peste. En tant que biologiste qui analyse la peste, je ne suis pas pour la peste, j'analyse la peste, je dis voilà comment ça marche. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que l'Iran, depuis 3 ans et demi, intervient en Syrie avec toutes les méthodes de la guerre
et toutes les méthodes qui sont idéologiques. On prend le chiisme, quand on fait la guerre, et qu'on est chiite, on va forcément libérer Zainab, défendre Najaf, faire la gloire du Messie. Bien évidemment, on va pas dire je suis sunnite, je suis fraternel avec l'opposition. On est radicalement opposé à l'adversaire et on prend tous les éléments ethniques, culturels, religieux, folkloriques que vous voudrez pour faire la guerre. Et la guerre, la plus dégueulasse qui soit, si on veut gagner une guerre, il faut tuer. Il n'y a pas de problème. Bon. Et les Iraniens sont très forts de ce point de vue-là. Ils ont une bonne expérience de la guerre Irak-Iran. Et le général Soleimani est un excellent général. Un excellent général, l'un des plus compétents qui soit dans tout le Moyen-Orient, de Beyrouth à Sanaa. Bon. Et donc, ils ont fait leur boulot. Deuxième chose importante qu'il faut dire. J'ai dit république, j'ai pas dit démocratie. J'ai dit qu'il y a une culture monarchique d'un côté, avec des institutions républicaines, avec tous les guillemets que vous voudrez de l'autre côté. Et je veux dire par là que les peuples en Syrie, vous avez noté, se sont révoltés. À Bagdad, il y a eu des mouvements sociaux aussi. En Iran, on l'a vu à plusieurs reprises. Au Liban aussi. En Afghanistan, même une société civile. Ces pays-là ont une certaine dynamique qui n'existe pas encore en Arabie Saoudite ou à Qatar pour des raisons que l'on connaît. Donc j'ai essayé d'analyser de façon provocatrice, au lieu de prendre l'image sunnite contre chiite qui ne fonctionne pas si on veut faire une analyse politique. Vue de Paris, nous sommes à Paris ici. Donc que peut-on faire? Moi, ma question, c'est qu'est-ce que j'ai pu faire moi en tant que Gaulois ici pour que mon gouvernement ne contribue pas à alimenter le flot sunnite, chiite, arabe, persan, coréen contre japonais ou je ne sais trop quoi, mais essayer d'avoir une analyse politique en tant qu'État pour faire en sorte que, effectivement, les gens puissent vivre ensemble, quand on sait toutes les convergences qu'il y a dans tous les pays de la région, sur les États-Unis de l'Orient. On est entièrement d'accord là-dessus. Et donc, je veux bien insister sur le fait que l'Iran, dès le début du phénomène, a bien vu quand il y avait le projet de renversement de Bachar qui devait tomber en 15 jours, puisque tout le monde pensait, comme Ben Ali, comme Moubarak, Bachar tombait en 15 jours. Immédiatement, les Iraniens qui ont investi à Damas dans le Hezbollah depuis 30 ans ne tenaient pas à ce qu'en 5 minutes, un pouvoir qui est le pouvoir qui peut prendre de la place dans un pays sunnite, en majorité sunnite comme l'Irak, c'est forcément les pays sunnites. Qui est le pays sunnite? Comme la Syrie. Qui peut prendre le pouvoir, qui peut le dominer, qui peut, grâce à ses capitaux, investir? L'Arabie Saoudite, dès le départ. Donc pour l'Iran, ce qui était capital, vu leur investissement, et tout ce que vous avez dit, très justement, mais qui est justement ça le problème, ils ont dit, pas question que cette révolte amène Riyad, les Saoudiens, à Damas. Alors ensuite, dans cette période-là, parce qu'il y a effectivement en Iran, comme je l'ai expliqué, à la fois un pouvoir chiite, et ça existe, l'idéologie, les réseaux chiites, le réseau nationaliste et les réseaux grande bourgeoisie. Les gardiens de la révolution, M. Soleimani et ses amis, ils ont investi des milliards dans le tourisme, l'hôtellerie, l'industrie, les écoles, tout le réseau chiite qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont businessmen aussi. Ils défendent leur business actuellement en Syrie. Et ils sont également nationalistes iraniens. Les trois facteurs jouent à la fois. Et donc, en tant que général, il fait son boulot de nationaliste. En tant que businessman, il défend ses intérêts. Et en tant que chiite, il défend ses intérêts. Tout est forcément mélangé. Mais quand on essaie de voir comment le système peut fonctionner et quel est vraiment le vrai levier des choses, l'Iran n'est pas victime. L'Iran, depuis toujours, s'estime victime. C'est le martyrisme iranien. C'est différent. À tort ou à raison. J'ai dit, ils s'estiment. Je n'ai pas dit que c'était vrai. La vérité, c'est ce que sentent les gens. Les Iraniens se sentent victimes fondamentalement, entourés de puissances hostiles, à tort ou à raison. Et les Iraniens, depuis Darius, n'ont jamais été impérialistes. La culture iranienne, sauf ces dernières années, de façon très originale, n'a jamais réussi à prendre à l'extérieur. Ils ont quelques points ici hérités, un centre de pèlerinage là, un imam zadeh à droite à gauche, mais les Iraniens sont hyper nationalistes, repliés sur leurs frontières, avec une bonne unité. Comme disait Youssef Kourbaj, il y a effectivement une unité ethnique et politique et sociologique très forte en Iran, malgré les diversités. Les élections ont montré que les Azéris votaient comme les Persans et les plus grands soutiens de Rouhani, ce sont les Kurdes sunnites et les Baloutches sunnites. Autrement dit, il y a une unité forte du pays depuis toujours. Ils veulent garder cela. C'est le cœur du système. Pour garder ce cœur du système, s'il faut les tuer des Syriens, on va tuer des Syriens. Des Yéménites, on va tuer des Yéménites. L'État a des logiques d'État. Et l'État iranien, qui considère actuellement qu'il a autour de lui des pays qui sont Israël,
Vous avez raison. Et l'Arabie Saoudite, avec tous ses proxys, ils sont quelquefois des Frankenstein. L'Arabie Saoudite les soutient et après ça éclate. Et les Saoudiens sont bien embêtés d'avoir des Ben Laden ou des Daesh sur les bras. Mais ils comptent bien sur les États-Unis pour les encercler. Les Iraniens d'aujourd'hui pensent que les États-Unis contrôlent l'Iran, l'empêchent de trouver sur le nucléaire une solution alors qu'elle pourrait être trouvée. Et maintenant, via Israël et l'Arabie Saoudite, continuent d'encercler l'Iran pour 35 prochaines années. Parce qu'ils seront installés. Les Américains, ils viennent. Ils vont en Irak, en Afghanistan, ils partent au bout de quelques années. Si le pouvoir saoudien ou pro-saoudien, c'est un mythe peut-être iranien, ils ont ça dans leur tête, à tort ou à raison, s'installe à Damas ou à Bagdad, c'est parti pour 50 ans. Et pour les Iraniens, c'est inacceptable. D'où la guerre. Les Iraniens ont le sentiment, je ne dis pas la réalité, d'être encerclés et d'être victimes d'un complot international. À tort ou à raison, mais c'est ce qui fait qu'ils bombardent la Syrie. Donc, cette idée-là, il faut bien l'avoir en tête, si on veut trouver une solution. Et donc, ma question que je pose aujourd'hui, c'est de savoir comment, effectivement, enlever ce boulet au pied de M. Rouhani, comme disait Mathieu Lamatian. Parce que pour Rouhani, l'émergence de la guerre en Syrie, c'est une catastrophe. Il est obligé de faire la guerre à Syrie en soutenant Soleimani, qui n'est pas de son bord politique, en soutenant les gardiens de la Révolution, toute la partie chiite, alors que lui essaie de rationaliser, de reprendre la bourgeoisie moyenne qui a fait le mouvement de 2009, qui ne sont pas trop opposés à lui, qui dit que c'est pas une mauvaise solution. Rouhani, finalement, il essaie de réunir tout le monde, il a sur les bras une guerre épouvantable. Et il est obligé d'aller jusqu'au bout, et l'engrenage d'une guerre, c'est une guerre. Et donc on a cette situation qui est inextricable. Et aujourd'hui, il y a le nucléaire, qui est un élément important. On sait qu'il y a une solution. En 3 minutes, 2 diplomates de qualité, vous les mettez dans un coin, ils vous signent un accord que les 2 pays peuvent signer. Il n'y a pas de volonté politique des 2 côtés. Il n'y a pas de volonté politique. On espérait qu'il y ait lieu à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU. Ça, c'est pas fait. Ça se fera peut-être. Donc, personne ne veut actuellement d'une paix. La paix consiste, puisque aujourd'hui, il y a l'Iran République islamique qui existe avec toutes ses qualités, entre guillemets. Il y a d'autre côté l'Arabie Saoudite et les Émirats qui n'existaient pas il y a 30 ans, qui existent aujourd'hui, et qui sont très forts en France, qui contrôlent la France plus que nous les contrôlons. Vu les capitaux qu'il y a, du PSG au reste. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, comment vous voulez dire à l'émir de Qatar, monsieur l'émir, s'il vous plaît, arrêtez de financer les groupes terroristes qui vont nous tuer nos enfants à Paris. Mais monsieur le président, j'ai investi dans le printemps, les grands trucs, le PSG, je ne vais pas retirer mes capitaux, ce serait catastrophique pour vous. Oui, je vous en prie, je ne voulais pas vous vexer. Et donc, les monarchies arabes sont aujourd'hui en position de force vis-à-vis de la France. Le rapport n'est pas évident. Et aujourd'hui, tel que je l'ai vu, je n'ai vu aucune critique de la part du gouvernement français pour essayer de rééquilibrer les choses. Je ne dis pas faire les guerres et faire ce qui a été fait contre l'Iran, qui est une absurdité qui aboutit au nucléaire iranien. Je dis, essayons d'avoir une analyse politique des choses. Et pour éviter une guerre dont vous êtes bien témoin de des atrocités, et c'est pas fini, tel que c'est parti, je dis pour arrêter cela, arrêtons que l'Iran se sente agressé, à tort ou à raison, encore, je m'en fiche de ça. Je regarde la réalité des forces. M. Soleimani est à Damas, il est à Sanaa, il est à Bagdad. Bon, pour éviter cela, il faut que M. Soleimani puisse revenir chez lui, prendre sa retraite, je ne sais pas d'où il est natif, d'Ackerman, et qu'on en finisse. Mais pour cela, il faut que l'Iran, effectivement, ait une solution sur le nucléaire et des garanties qu'on ne peut pas donner le tapis rouge à l'Arabie Saoudite à côté. Il faut trouver un équilibre. Mais oui, c'est ça le danger. À tort ou à raison. À tort ou à raison. C'est Israël, c'est exactement. Mais Israël a... Vous décrivez Israël menacé, c'était... Mais non, mais Israël se sent menacé. Je n'ai pas dit qu'Israël était menacé. J'ai dit qu'Israël se sent menacé. C'est pour ça qu'il bombarde Gaza. Ce que vous dites, oui. L'Iran, c'est pas Israël. Mais l'Iran et Israël ont exactement les mêmes. L'Iran et Israël ont les mêmes modèles géopolitiques. Exactement les mêmes. Mais c'est une réalité. Donc, je suis le biologiste qui regarde les microbes de la peste. Je ne dis pas qu'il est gentil ou qu'il est méchant. Je dis voici la réalité. C'est dangereux, c'est grave, c'est criminel. Si on veut arrêter ça, nous autres pouvoirs occidentaux, nous avons une énorme capacité d'action. Et actuellement, je constate que l'on fait tout pour animer le feu et continuer à tenter les braises. Et c'est vous qui en prenez les premières conséquences. Et peut-être nous en fera dans quelques jours. Bon, je vais sûr que là-dessus, je regarde les réalités. Je ne suis pas pour ou contre. Je regarde les réalités. Excusez-moi, véhémence. Oui, je voudrais vous donner encore une petite anecdote. Vous savez que l'ayatollah Khomeini, quand il a été chassé de l'Irak, et contrairement à ce qu'on dit, non pas sous le demande du Shah d'Iran ne voulait pas que Khomeini soit
l'Irak, c'est pour les raisons que la communauté chiite libanaise sous l'effet des irakienne sous l'effet des événements d'Iran commençait à bouger. Il y avait un certain Khodzadeh qui a été exécuté après, qui, depuis des années, avait d'excellentes relations avec le gouvernement syrien, avait même le passeport syrien. Il a insisté pour que l'Ayatollah Khomeini, à la place d'aller à Koweït, aille à Sayed Zeynab. Vous savez quelle est la réponse de Khomeini? J'ai eu l'expérience des bassistes, j'en veux pas un autre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé après un bassiste, 35 ans après, devient l'enfant chéri? Tandis qu'un autre bassiste, on est allé le chercher dans le trou. Voyez-vous? C'est ça le problème. C'est ça que je dis. N'essayez pas de construire une vision idéologique de l'ensemble de ça. C'est au gré des événements. Moi, dès le départ, j'ai dit que la politique étrangère iranienne est faite d'une manière pragmatique au gré des événements différents. Si, pendant la guerre d'Iran-Irak, la Syrie n'a pas été le seul pays arabe qui n'a pas soutenu le régime de Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran, il n'y aurait pas aujourd'hui ces relations-là. Et je vous dis encore une autre chose. Qu'on le veuille ou non, aucun pouvoir, le plus autoritaire, ne peut pas fermer ses yeux pour longtemps pour les sentiments de sa population. Surtout dans les pays où encore il y a un jeu d'opinion publique et de va-et-vient politique, bien que contrôlé pour n'importe quelle raison, dont l'Iran est le cas. Voyez-vous, en 1977, au moment de l'élection de Khatami, moi, avec mes amis, nous étions convaincus que les mollahs ont construit un pouvoir à la manière des Safavides et que nous les avons à la barre sur le dos pendant 3 siècles. Et d'un seul coup, c'est éclaté en face de nous. Une élection qui est organisée par les mollahs et un certain personne comme Khatami en sort, qui essaye de convaincre le Hezbollah de se désarmer et de s'intégrer sur la scène politique libanaise. Et c'est pour ça qu'il essaye de régler le problème nucléaire d'une autre manière. Et qu'après les événements de 2009, on croyait que tout était fini. Mes amis, il y a une grande partie qui ont commencé à boycotter les élections. Et il y a eu une autre élection. Et on voit qu'il y a un certain jeu. Le pouvoir iranien, pour n'importe quelle raison, ne peut pas rester complètement opposé par rapport à son opinion. Moi, je suis solidaire du combat démocratique du peuple syrien, pour différentes raisons. Les raisons sont beaucoup plus lointaines. Je crois quand même pour l'intérêt de l'Iran, que dans cette partie du Moyen-Orient, il y a des États arabes démocratiques, c'est beaucoup plus qu'il n'y en ait pas. Si on met ça dans la catégorie d'un certain conflit national ou conflit religieux, nécessairement, vous allez créer le contraire, vous allez offrir au pouvoir iranien les moyens dont il a besoin pour continuer son soutien inconditionnel qu'il porte aujourd'hui au régime de Assad. C'est ça qu'il faut éviter coûte que coûte. Il faut essayer de trouver les solidarités là où il existe et qu'ils peuvent être développées. Cette solidarité ne consiste pas à créer des blocs nationaux et religieux et marcher là-dedans. Il faut bien reconnaître, et je suis convaincu que malgré le fait que les États-nations ont eu des problèmes, cette expérience d'un État-nation dans notre région a fait déjà son chemin. Une de raison de la violence des événements irakiens aujourd'hui et la violence même des événements de la Syrie, malgré le fait que, et n'oubliez pas, il y a 70 ans, la France était pour les Alaouites en Syrie, tandis que l'Iran de cette époque-là, qui n'était pas, était d'une certaine manière pour certaines formes de l'unité syrienne. Et ça change ces positions de politique. N'essayons pas d'idéologiser ces choses-là, généraliser et nous-mêmes aller d'une certaine manière dans le marche, dans le sens des idéologisations des mythes. Et je vous dirai ce que Saddam Hussein a fait pendant la guerre d'Iran-Irak, qui a permis au Mollah d'éliminer les forces démocratiques de la scène iranienne, militariser. Ce que les Israéliens ont fait en
en 2002 en envahissant, en 1982 en envahissant le Liban, ce que les Américains ont fait, et M. Bremer s'appelait, vous vous rappelez, en 4 minutes avec ses signatures, il a détruit l'ensemble de ce qui était l'État-nation irakien. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec l'État islamique, Khomeini avait l'habitude, vous savez comment il appelait la guerre en Irak? Bénédiction de Dieu. Rahmatullah. Il n'avait pas froid aux yeux, il disait ça. Moi, dès le 3e mois de la guerre d'Iran-Irak, j'étais opposé à la guerre. Une des raisons qu'au Bani Saad est tombé, nous avons pris le chemin d'exil, c'était à cause de ça. D'accord? Et on pouvait même éviter la guerre d'Iran-Irak. Mais la guerre est faite. Et à partir du moment où la guerre est faite, ça a permis le pouvoir en Iran de se militariser. Je dis qu'après, c'est les Américains qui ont continué la bénédiction divine en Afghanistan et en Irak. Après, il y a eu Saddam Hussein qui a envahi le Koweït. Après, il y a eu les propagandes de toutes sortes qui sont faites aujourd'hui. Le croissant chiite, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas de réalité véritable. Quand vous parlez aujourd'hui de 4 capitales arabes sous la domination de l'Iran, les Houthis de Yémen, ce sont des Zaydis, ne sont pas des Douceyman. Si vous allez chez la hiérarchie religieuse dans les fins fonds, ceux qui viendront bien en pèlerinage de Sayyid Zainab, ils considèrent les Ismaéliens, tout ça, comme encore pire que les Sunnites. Vous savez, les Iraniens, depuis toujours, quand ils vont en Arabie Saoudite, ils font même la prière dans le Masjid al-Haram en mettant la main devant. Et leurs théologiens sont arrivés à la conclusion que ça ne pose aucun problème. Même vous pouvez répéter le Amin, tandis que dans le rituel chiite, ça n'existe pas. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. J'en connais des tas et des tas. Non, le problème, c'est politisation de tout cela. Et n'essayons pas de politiser tout cela. Le pouvoir iranien, c'est beaucoup plus faible de ce que vous pensez si on agit avec lui d'une manière politique. Mais il deviendra fort si on lui permet de se présenter comme le défenseur d'un peuple, et là-dessus je suis d'accord avec Urkad. On va me dire que c'est pas grave, ne comparez pas les Israéliens avec les Iraniens, mais l'Iran comme l'Israël se considère comme un État insulaire. Ça veut dire quoi? Une petite minorité chiite dans une majorité sunnite. Une petite minorité persanophone dans un environnement dominant turcophone et arabophone. Et ça, c'est une des caractéristiques de ces pays qui, vous savez comment s'appelait pendant tout le Moyen-Âge? Il ne s'appelait pas l'Iran. Il s'appelait Arar el-Ajam. D'accord? Le Arar el-Ajam, il avait cette particularité. Et il est devenu chiite depuis les Safavides. Le Maghreb a été, une grande partie du Maghreb a été chiite plus longtemps que l'Iran. Arrêtons de faire une lecture uniquement religieuse et ethnique de l'histoire. Essentialisme des anthropologues, heureusement il est géographe, n'est pas la clé de nos problèmes. Il y a des gens, je fais partie des gens qui pensaient qu'il fallait prendre langue, comme on dit, avec l'opposition iranienne. Cela n'a pas eu lieu. Et il y a eu un manquement du côté des démocrates syriens. De l'autre côté, on sentait, moi je sentais, chez beaucoup d'Iraniens autour de moi, des intellectuels à Paris, qu'ils soutenaient d'une manière un peu épidermique, si tu veux, ce qui se passait dans la révolution syrienne. Bon, ici, parmi les gens qui sont là, des intellectuels, des écrivains, etc. Parce qu'ils voyaient dans la révolution comme dans la continuation de la révolte verte en Iran, avec les mêmes mots d'ordre, avec les mêmes forces sociales, aussi je dirais les forces sociales de la jeunesse essentiellement, ouverte sur le monde, etc. Bon. Et il y a eu, mais un peu plus tard, des appels même du pied, de la part d'opposants intellectuels iraniens, en disant aux Syriens, mais parlez avec nous. Parlez avec nous. Pourquoi vous ne parlez pas avec nous? Bon, on connaît le problème de notre opposition
on consacrera une séance de nos dimanches pour cela. Et ce sera dramatique pour parler des problèmes de notre opposition. Mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, une démarche de l'opposition iranienne elle-même en direction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit, par exemple? Est-ce qu'il y a eu une contestation parmi les grandes figures de la Révolution verte concernant la Syrie? Est-ce qu'ils se sont exprimés? La révolte verte a les mêmes faiblesses structurelles que l'ensemble des forces d'opposition démocratique dans le Proche-Orient. Et malheureusement, les oppositions à l'étranger, souvent, ils se substituent à les voix de l'opposition à l'intérieur. Soit, on ne peut pas dire que l'opposition n'existe pas. En Iran, le mouvement vert, au jour d'aujourd'hui, c'est le courant politique le plus fort qui l'impose d'une certaine manière ses choix, non pas total, mais en partie au pouvoir en place. Voyez-vous, malgré le sur le plan intérieur, sur le plan de la politique étrangère. Sur le plan de la politique étrangère, il y a un domaine sur lequel il l'impose. Et même il est devenu. Il faut que le pouvoir iranien règle le problème nucléaire. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord. C'est pas l'Iran qui a créé le problème nucléaire. En 1992, au lendemain de la première guerre de Koweït, les débats de Knesset israélien, la commission des affaires politiques, Ephraim Séné, si vous voulez, je vous donne la référence, lisez-le. Avec la fin, je résume tout un débat, avec la fin de dernière nationaliste arabe militarisée, nous sommes privés d'une capitale énorme qui est la menace existentielle sur l'Israël. Vous te rappelez le livre de Segeb? Non, et puis l'Israël en danger depuis en 1967, avant la guerre de 67, avant que nous allions devant l'ambassade de l'Égypte pour contester la mission de Nasser. Et il fallait, d'une certaine manière, retrouver l'équilibre perdu. Cet équilibre perdu, c'était la menace nucléaire iranienne. Et permettez-moi de dire que cet imbécile de Ahmadinejad pendant 8 ans, et ça c'est Karoubi, vous me dites est-ce qu'à l'intérieur on parle ou non. Karoubi, à la télévision iranienne, il a dit, il est en train de payer le prix, que M. Ahmadinejad, si les Israéliens avaient payé des centaines de millions de dollars, n'aurait pas eu quelqu'un qui fasse la propagande à leur place de même manière. Voyez-vous, il y a toute une série de jeux et le problème nucléaire est sorti maintenant du cadre de l'Iran. Le problème nucléaire, c'est un problème de la paix mondiale. Il faut que le pouvoir iranien résout ce problème-là. Sur le plan international, l'opposition iranienne dans son ensemble, grosso modo, j'ai dit une partie d'opposition qui regarde l'horizon pour voir quand l'avion américain viendrait bombarder, mais je ne compte pas là-dessus, d'accord? L'opposition qui a fait le mouvement vert, et le mouvement vert qui n'est pas allé vers la violence, qui n'est pas allé vers la militarisation. Cette opposition dit, une fois le poids du dossier nucléaire sorti de notre tête, la face de l'Iran, ça serait, et le rapport de force à l'intérieur même de l'Iran, ça serait changé. Moi, je suis sûr et certain, le jour où le pouvoir iranien ne pourrait plus montrer que, voyez-vous, avec le nucléaire, demain, nous allons avoir les rues de Halab. Demain, nous allons avoir les rues de Damas, à Téhéran. D'accord? Pourquoi pas? On avoue ailleurs. À ce moment-là, il y aura une autre chose. Le combat pour la démocratie ne fait pas seulement par la crainte de pire. Ça se fait avec une certaine forme d'espoir. Et une des particularités de la classe moyenne dont Ourkab parlait, il a parfaitement raison, cette classe moyenne ne fait pas partie des catégories qui n'a que ses chaînes à perdre. Il a déjà acquis des avantages et il veut les garder. Et il est devenu politique. Il ne va plus à l'assaut du ciel. Il veut agir en fonction de ses moyens. Ça, c'est les particularités. Mais cette classe politique, et même ici, et même par rapport à l'intérieur de l'Iran, il y a la possibilité de faire des débats, des échanges de vues concernant la position des Iraniens sur la Syrie. Mais, et pendant les premières semaines de la révolution syrienne, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de trouver des interlocuteurs.
J'ai pas pu. Je sais. Bon, merci beaucoup. Merci de votre présence. Notre prochaine rencontre aura lieu, je crois que ce sera le 26 octobre, le dernier dimanche d'octobre, je crois que c'est le 26. Et vous serez informés du sujet, parce qu'il y a des discussions à se comprendre et on n'est pas arrivé encore à une décision définitive. Je vous remercie de votre